Désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Premier numéro scientifique de votre émission Universcience. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu présent pour suivre l'actualité scientifique avec nous. Avec le dernier invité de l'an 2019, il a été question de la valorisation des cultures et traditions africaines. Et pour ce premier numéro de l'an nouvelle, nous allons discuter autour de la thématique impact des religions révélées sur la perdition de la culture et la tradition béninoise. Une thématique que nous allons débattre avec le docteur Marie-Euloge Franck Accordiété. Il était avec nous sur l'avant-dernier numéro qui a bien sûr abordé la valorisation des cultures et traditions africaines. Aujourd'hui, il sera également avec nous pour parler sur cette thématique. Comment est-ce que la religion a pu impacter la perdition de la culture au Bénin? Nous allons en parler avec le docteur. Il est déjà avec nous en studio. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers journalistes. C'est un plaisir partagé pour moi d'être ici pour discuter de ce qui fait notre enveloppe humaine. Alors, je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie analytique et logique formelle. Alors, je serai également accompagné de Blenda Soundi, avec elle nous aurons l'actualité scientifique. Elle a fait un peu le tour de la toile. Elle va nous dire un peu ce qu'elle a trouvé. Bonsoir Blenda. Elvis Nkaya, bonsoir. Alors, ensuite l'actualité avec vous. On démarre ce tour de l'actualité scientifique par une découverte scientifique concernant une immense source géothermique sous les glaciers de l'Antarctique. Une découverte inattendue qui a surpris les chercheurs lors de la mesure des conditions climatiques en Antarctique. La chaleur qui fait progressivement fondre les glaciers a une origine inconnue. L'hypothèse la plus fiable est qu'elle introduit l'existence d'un flux d'eau chaude et de roches radioactives en profondeur. La nouvelle nous amène à réfléchir sur deux fronts. Premièrement, celle qui est relative aux technologies avancées qui permettent de faire des découvertes indispensables il y a quelques années, et la seconde sur les phénomènes naturels qui, outre l'action destructive de l'homme, peuvent accélérer considérablement le destin de notre planète. Toujours parlant des découvertes, mais cette fois-ci dans le domaine de la santé, en l'espace de quelques jours, une pneumonie a touché 59 personnes dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, dont 7 sont dans un état critique. La souche du virus ne ressemble à aucun autre déjà connu et pourrait s'avérer hautement contagieuse. Les autorités redoutent une épidémie type SRAS qui avait causé près de 800 morts dans le sud-est asiatique en 2002 et 2003. Pour l'instant, un seul cas a été enregistré hors de la Chine, à Singapour, en l'occurrence une fillette de 3 ans. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est affirmée hier prêt à lancer une réponse plus large si possible. C'est tout, Elvis, pour ce qui concerne l'actualité scientifique de ce jour. Merci à vous, Blenda Souli. Vous restez avec moi pour la direction de cette émission. Alors, je l'annonçais, nous allons discuter autour de la thématique, comment est-ce que les religions importées, si on peut le dire ainsi, ont pu impacter la disparition de la culture au niveau des jeunes. Nous allons en parler. Est-ce que le culturel peut réellement impacter toute une culture? On se demande si c'est vraiment possible. Docteur, vous êtes avec nous. La question se pose. Oui, merci, chers journalistes. Je voudrais, à l'entame donc de cette émission, sacrifier à la tradition
puisque nous sommes en plein dans cultures et traditions, et il est de bon ton chez nous, comme dans beaucoup de peuples, que dès que la force de la nature a pu vous faire passer le voyage d'une année pour vous permettre de commencer celui d'une nouvelle année, il est de bon temps que les prières qu'on a portées intérieurement durant des années, les bénédictions qu'on a portées en soi et qu'on a continué à élever dans le silence de son cœur vers l'altérité, vers le tout autre, pour ceux qu'on aime, pour tous ceux qu'on porte, qu'on l'extériorise. C'est la seule fois où je crois, sans orgueil, on peut dire à quelqu'un, je prie pour toi. Parce que les vœux, c'est une prière audible. Je prie pour toi, je demande pour toi la paix, je demande pour toi la sagesse, je demande pour toi le bonheur. Alors je voudrais s'arriver à cette belle tradition de notre culture, de notre Afrique traditionnelle, pour dire à tous les auditeurs et auditrices de Radio Univers, pour dire également à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui s'arc-boutent tous les jours autour des thématiques pour proposer des pans de réflexion assez solides qui construisent donc notre humanité et notre être. Je voudrais leur souhaiter non pas seulement qu'ils fassent un bon travail, parce que le travail qu'ils font est déjà bon. Alors je leur souhaite du courage. Beaucoup d'améliorations, pourquoi pas? Bien sûr, puisque la perfection n'est pas de ce monde. Mais néanmoins, je leur souhaite du courage et je dis, une œuvre humaine est toujours le lieu d'une habitation. C'est le lieu d'un dépouillement, c'est le lieu d'un sacrifice. Et donc, si au cours du chemin, vous rencontrez des difficultés, sachez que vous êtes dans le bon chemin. Et vous avez à continuer, vous n'avez pas à vous décourager. Parce que vous devez conjuguer en même temps les exigences universitaires avec ce travail qui est un parallèle, qui est un pan non moins important de votre formation. Je vous dis bravo et que les mannes de nos ancêtres vous accompagnent, que vous ayez la force d'aller jusqu'au bout. Amen, amen. Il faut dire amen, Glenda. Amen. Voilà. Alors, pour revenir à notre thématique de cette soirée, je voudrais circoncire davantage un peu la question, puisque nous voudrions que nous abordions donc l'impact des religions importées sur la culture. Et je voudrais dire d'entrée de jeu que lors de l'émission précédente à laquelle vous m'aviez invité, j'avais fait une démarcation, j'avais attiré l'attention sur une méprise. Une méprise devenue de plus en plus grave parce que tout le monde méconnaît. Et on réduit la culture au seul domaine du culturel. Voilà. Et j'ai précisé que avec la culture, nous avons non seulement le culturel, mais nous avons également le cultuel. Dit autrement, la culture renferme à la fois tout ce qui relève du culturel et tout ce qui relève du religieux dans sa manifestation comme dans sa conception. Voyez-vous? Donc, la définition de l'UNESCO qui met l'accent sur à la fois les œuvres littéraires, intellectuelles, psychologiques, mais également l'accent sur les œuvres de croyance, de foi. Bien. Maintenant, est-ce que, à partir de cet instant-là, on est en droit, au regard de ce que nous avons vécu en Afrique, toute l'Afrique, avec les différents moments historiques de l'Afrique, est-ce que tout ce que nous avons vécu nous autorise aujourd'hui, par exemple, à tirer la conclusion que vous donnez? Voilà, que les religions importées ont impacté, peut-être négativement, la perdition, bien ont impacté, mais ont contribué à la disparition, voilà, de la culture urbaine. Je voudrais dire que de façon massive, beaucoup pensent cela, que les religions importées sont l'arme avec laquelle on a réussi à tuer la culture africaine. Mais je voudrais que nous revenions à la précision que j'ai donnée tout à l'heure. Est-ce que le seul cultuel peut étendre ses ailes jusqu'à couvrir tout le culturel, de sorte que ce soit le culturel qui englobe et enhibe la culture elle-même, puisque nous avons dit que dans la culture, il y a deux composantes. Comment se peut-il faire qu'une seule composante vienne à inhiber toute la partie de l'élément dont il s'agit? C'est ça la véritable question. Mais au regard de ce que nous avons vécu, je dis, certains sont en droit de le dire. Nous avons remarqué que avec l'arrivée des Occidentaux, qu'est-ce qu'on remarque? C'est surtout la religion
qui nous ont apporté qu'on remarque. Surtout le christianisme. Voyez-vous? Et on dit, tout le monde admet généralement que c'est le christianisme qui a entraîné la désaffection des cultures africaines, des traditions africaines, des religions africaines. Et je dis, non, il faut savoir raison garder. Bon, si vous permettez, docteur, je ne vous coupe pas, mais bon, si l'idée a été soulevée, ou bien beaucoup le disent, c'est peut-être parce que, comme vous l'avez dit, on le constate sur le terrain. Vous prenez par exemple, la majorité des Béninois, on peut le dire, sont des chrétiens. Et comme vous êtes chrétien, tout ce qu'il y a comme culture, le culturel en question, on pense que c'est de l'autre religion. Exactement. C'est ça qui fait, en réalité, qui crée l'idée que nous avons tous de la culture. C'est pour cela que je dis que ceux qui le pensent, ils le pensent à partir d'un certain fait historique. Mais permettez-moi de vous dire que c'est des faits historiques mal analysés. Parce que, logiquement, le 1 ne peut pas couvrir 1, 2, 3. Mais, ce qu'ils disent, voici pourquoi ils le disent. Ils se sont référés aux faits de l'histoire. Lorsque les Occidentaux sont arrivés, ils ont répandu la croyance chrétienne. Nous sommes d'accord. Et donc, tout pratiquement est arrivé par là. Mais, vous le savez très bien quand on regarde bien l'histoire, les Occidentaux ne sont pas venus rien qu'avec la religion. Ils sont venus avec toute la culture occidentale. Et c'est par ce biais-là que nous pouvons bien comprendre et relever l'erreur qui consiste à dire que la religion seule a inhibé toute la culture africaine. Non, ils ne sont pas venus rien qu'avec la religion. Ils sont revenus avec l'armée, première chose. Ils sont venus ensuite avec les marchands, les commerçants. Et après, ils sont venus avec la religion. Ou si vous voulez, de façon concomitante, ils sont venus avec ce qu'on nous a enseigné, les troisièmes, militaires, marchands et troisième, missionnaires. Voyez-vous? Donc, si on prend juste cette analyse-là, c'est avec trois composantes. Donc, ce qui a finalement fait aujourd'hui qu'on a l'impression que l'Europe a suffisamment travaillé à la perte donc, des cultures africaines, c'est la religion. Je dis non. Ils ne sont pas venus imposer que la religion. Ils sont venus nous proposer toute leur culture occidentale qui est composée donc de leur langue, qui est composée de leur écriture, qui est composée de leur art de vivre, etc., etc., qui est toute leur culture. Et dans la culture, il y a eu la dimension, la foi. Si nous précisons la question de cette sorte-là, je peux maintenant répondre. Alors, nous reprécisons alors la question, parce qu'il fallait quand même mettre la nuance, parce que comme vous l'avez dit, beaucoup le disaient, on se dit de façon générale que c'est la religion qui a en fait impacté, qui entraîne le fait que notre culture disparaisse petit à petit. Mais comme vous l'avez dit, c'est la culture en réalité que nous voulons adapter, de la culture occidentale, que nous essayons de copier, qui nous éloigne de notre propre culture. Exactement. Et donc, la foi, lorsqu'elle a été proposée, elle a été proposée par les peuples qui ont une culture. Donc, au-delà de la foi, l'Occident nous a apporté et nous a imposé sa culture. Et là, nous comprenons très bien maintenant que la culture est une composante. Que la culture a plusieurs composantes. Donc, en arrivant avec toute cette enveloppe, cette grosse enveloppe qu'ils ont déballée, ils y ont sorti. Ils ont sorti de cette enveloppe-là tous les éléments que je viens de citer. Et donc, tout se regroupe sous la coupole donc, de la culture. Et en imposant leur culture, on peut donc dire que ce n'est pas la religion seulement qui a travaillé à la perte de la culture, puisque l'Africain, en adoptant toute l'enveloppe, toute la valise apportée par les Occidentaux, il a été impacté par tout ce que cela renferme. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons régler la question en disant que c'est la culture occidentale dans son entièreté qui a impacté les Africains et qui a fait qu'il y a eu de la désaffection pour la culture africaine. Autrement dit, une culture plus forte a étendu son hégémonie sur une culture plus faible. En fait, une culture qui s'est laissée affaiblir ou une culture qui s'est reconnue consciemment faible à un moment de l'histoire et qui s'est laissé implanter. C'est à ce niveau que moi je me demande comment est-ce que notre culture a reconnu quelle qualité faible, parce qu'en réalité quand on parle de la colonisation,
on peut dire que nos ancêtres n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés d'épouser l'idéologie, bien la nouvelle culture apportée par le colon. Donc, est-ce que c'est en reconnaissant que notre culture était faible, ou bien c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix et que comme cela a été imposé à ceux qui étaient là, donc nous l'avons tous adopté par la suite? Au regard de l'histoire de l'humanité, vous me permettez un peu d'aller dans les tréfonds de l'histoire. Donc, au regard de l'histoire de l'humanité, on n'a pas pu vivre d'autres faits que ce schéma-là. Quand nous regardons très bien, depuis les peuples mésopotamiens, les Mèdes, les Perses, les Babyloniens, toutes les cités anciennes, florissantes, qui à un moment donné de l'histoire ont conquis d'autres territoires, ont conquis d'autres empires et ont imposé leur culture, nous avons vu qu'ils ont fait de la même manière. Quelle est cette manière-là? C'est-à-dire que l'armée impose sa force et vainc le peuple voisin. Lorsque le peuple est vaincu par l'armée, on établit la culture de ce peuple-là. C'est-à-dire l'hégémonie de la culture. Et en imposant la culture, on impose ses composantes que sont la langue, l'écriture, la religion ou les croyances. Et c'est cela, si je ne remonte pas trop à l'histoire, c'est cela, je peux dire, qu'à partir par exemple des Grecs, le monde a été grec à un moment donné et toutes les traditions étaient tournées autour de la tradition hellénistique. Voyez-vous, le grec était la langue parlée, l'écriture grecque était là, les savoirs, les connaissances étaient confinées dans la langue grecque, l'armée était grecque. Puis lorsque les Romains vont être plus forts que la Grèce, qui vont vaincre la Grèce, ils vont aussi imposer la culture et la civilisation romaine, pas donc leur armée, bien sûr, mais imposée grâce à leur hégémonie, grâce à leur écriture, grâce à leur langue. Et ces derniers ont été les plus forts de l'humanité, parce que nous avons eu presque 16 siècles d'hégémonie romaine. Malheureusement, à un moment donné, et c'est là où je vais ouvrir le débat qui nous a amené ici ce soir, malheureusement, l'Afrique elle-même aurait pu être vainqueur de l'humanité à un moment donné. On n'avait pas les moyens. Non, nous avions bien les moyens. Vous savez, l'histoire rapporte que le général Hannibal, c'était le plus grand général carthaginois. Il avait réussi à battre l'armée romaine. Parce qu'il savait qu'en Afrique du Nord, la flotte africaine était la plus puissante. Et les Romains étaient très faibles. Ils étaient très forts dans la guerre sur la terre, mais ils ignoraient tout sur la guerre sur la mer. Et l'Afrique était très forte dans ça, avec à sa tête le général Hannibal. Ils ont porté la guerre à Rome. Ils ont vaincu les Romains sur la flotte. Et qu'est-ce que l'Afrique a fait? Au lieu de poursuivre, décimer le petit peuple qui est retourné sur la terre ferme à Rome, pour étendre désormais leur culture, leur langue, leur armée, les colons dispatchés partout, les Africains sont revenus en Afrique pour fêter leur victoire. Et vous allez voir que c'est congénital. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ils sont revenus pour fêter. Et ils fêtaient. Et de fête en fête, les autres ont eu le temps de se réorganiser. Et ils sont venus les surprendre sur la terre ferme. C'est ainsi que le monde n'a pu jamais être africain. Sinon, le monde, après avoir été grec, etc., romain, le monde aurait pu être africain. Voilà. Et ça continue aujourd'hui, je vous dis, malheureusement. Et c'est là où vous me demandez, mais quand on regarde, on a comme l'impression que nous ployons sous une malédiction. Et cette malédiction, nous l'avons tellement vécue que nous avons fini par en faire une culture. Et cette culture, nous l'avons tellement vécue que nous avons commencé par en faire une nature. Et cette nature nous caractérise si bien que aujourd'hui, nous sommes caractérisés par ce qu'on a lu Cheikh Anta Diop, qui a bien décrit la posture de l'homme colonial, du colonisé que nous sommes. Nous avons été suffisamment anéantis, de sorte que nous ne vivons que dans l'autre. Nous ne vivons que dans le blanc, nous ne vivons que dans l'autre, dans celui qui a été vainqueur, celui qui nous a vaincus. Et nous n'avons plus de nature, par conséquent, nous n'avons plus de culture, nous ne pouvons plus rien défendre. Nous sommes tout sauf nous-mêmes.
Alors, c'est vrai que nous venons de le dire, la religion, elle seule n'a pas anéanti au complet notre culture, mais nous parlons de la religion ce soir et j'aimerais quand même, avant de revenir sur ces faits-là également culturels de l'Occident qui ont impacté, bien qui ont contribué à la disparition de notre culture ici au Bénin, j'aimerais qu'on rappelle un peu comment est-ce que la religion, elle, a pu contribuer justement à la disparition de la culture. Oui, parce que simplement, on a réussi à inoculer à l'Africain que ce qui vient d'ailleurs est mieux. Ce qui vient de l'autre qui est vainqueur est mieux. Mieux, on a réussi dans son imaginaire collectif à complètement changer le disque dur, à le formater de nouveau et à inscrire des logiciels nouveaux, si je dois parler en termes numériques aujourd'hui. C'est-à-dire que le lavage de cerveau a tellement si bien réussi que le blanc a inculqué au noir sa façon à lui de faire, sa façon de penser, sa façon d'imaginer les choses, sa façon de se comporter. Et c'est ça la culture, sa religion. La meilleure, tout ce qui vient du blanc est meilleur. Tout ce que le noir avait, tout ce que le noir faisait, tout ce que le noir était est mauvais. Donc il faut battre ça en brèche. Et la politique a été mise en branle, mise en place pour que cela se réalise. On a changé ses vêtements contre les vêtements du blanc. On a changé ses habitudes alimentaires contre les habitudes alimentaires du blanc. On a changé sa religion contre la religion du blanc. Mais je vous dis, n'oubliez pas que cela n'est pas arrivé que sur le plan religieux. C'est sur tous les plans. C'est pourquoi je dis, c'est sur tous les aspects de la culture que ce larvage-là a été réalisé et le cerveau du noir a été complètement remis à plat, à neuf, et on y a inscrit d'autres prototypes, d'autres écritures, et c'est ça qui nous a formaté aujourd'hui. Ceci dit, laissez-moi terminer, ceci dit, donc, c'est la culture tout entière qui a travaillé à la perte, à l'annihilation de la culture africaine. Ce n'est pas que la religion. D'accord? Si cela est que désormais les questions qui vont être posées aillent dans ce sens-là, pour que je puisse répondre et que les auditeurs puissent suffisamment comprendre qu'il n'y a pas à incriminer que la religion chrétienne. Il y a à incriminer toute la culture occidentale qui a été imposée, bon gré, mal gré, mais ça, la responsabilité peut être arrêtée maintenant. Parce que le blanc a fait cela, il n'est plus là aujourd'hui, je l'ai dit dans l'autre émission. J'ai toujours là, on parle de néocolonialisme. C'est nous qui voulons qu'il soit là, et il est là. Tant que vous allez vouloir que l'autre soit derrière vous, il sera derrière vous. C'est quand vous regardez derrière que vous savez qu'il est derrière vous. Si vous savez que le champ de lutte est devant, vous foncez. Alors, la question de l'Africain, c'est quoi? C'est dans le champ du voisin que la moisson est toujours la plus abondante. C'est ça le problème fondamental de l'Africain. Si vous permettez, avant d'aborder ce côté de la chose, si vous ne pensez pas que si ces Occidentaux-là ont eu raison sur notre culture, ce n'est pas parce qu'auparavant, ces Africains-là aussi avaient peut-être marre de leur culture. Ils étaient peut-être dépassés par la manière dont cette culture s'exprimait. Et donc, lorsque le colon est arrivé, ils ont vu que, voilà, pour le colon est mieux. Non, quand vous avez eu, mon frère, quand la nature ou la force des choses vous ont imposé des sacrifices, de lourds tribus à payer, successivement au cours de l'histoire, sans répit, sans vous donner le temps de sortir d'une méandre pour descendre dans une autre, vous tombez de Caribe à Silla, quand vous avez eu toute l'histoire de votre peuple a été d'être dominé, de passer de domination en domination, mais il y a eu que les Africains, reconnaissons-le, ont été soumis à une raffinerie de cruauté qui a fait que ils ont été broyés dans leur corps, ils ont été broyés dans leur âme, au point que il ne leur est resté plus rien pratiquement. À peine un empire commence à se constituer, qu'un autre. Regardez l'histoire de l'Afrique. Nous pouvons rappeler les grands événements, les dominations des petits peuples, n'en parlons pas.
Mais il y a eu la traite négrière sur plus près de 5 siècles. Après, il va y avoir la colonisation. Après, et l'Europe s'ingénue chaque fois à inventer des choses. Mais malheureusement, je vais vous dire, moi je n'accuse pas toujours l'Europe. Je suis en train de relire les faits. C'est vrai, cela n'a fait que trop durer. Et ça peut expliquer, à un moment donné, l'abandon de l'Africain, la démission de l'Africain, le manque de volonté de l'Africain de pouvoir s'assumer. Mais aujourd'hui, un singe qui veut imiter un autre est toujours en retard d'un geste. Nous ne sommes plus tenus aujourd'hui d'imiter l'Européen parce qu'il sera toujours en avance sur nous. Ils sont à l'aide, nous sommes à l'aide de l'ordinateur. C'est une illusion. Ils ne sont plus à l'heure de l'ordinateur, ils sont devant. Ils ont déjà, avant que la machine a écrit, viennent en Afrique, ils étaient déjà à l'ordinateur. Maintenant que l'ordinateur est venu, vous pensez qu'ils sont toujours ils sont en train de penser. Donc ils sont en avance sur nous. Tant que nous allons vouloir les imiter, c'est ça justement maintenant. Les grands faits de l'histoire ont pris fin. Il n'y a plus l'esclavage, il n'y a plus la traite négrière, mais il y a le côté de culture, tout ce qu'ils font. Exactement, et qui ressemble à cela. Et comme nous avons été moulus dans ça, nous pensons que nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons encore faire quelque chose. Et tant que nous n'allons pas prendre sur nous de faire quelque chose, nous allons croire qu'ils sont là et ils sont toujours les plus forts. C'est à nous, c'est la responsabilité. La responsabilité incombe non plus aux Européens, mais à l'Africain. Si nous voulons, nous allons. La paix se conquiert. La liberté se conquiert. La victoire, c'est au bout donc de l'effort. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si nous ne faisons rien pour nous arracher, parce que cette posture dans laquelle nous sommes les arrange. Eux, ils fabriquent, nous consommons. Ils vous inventent des chaînes, Novelas TV, vous êtes assis 24 heures sur 24 à regarder. Eux, ils sont dans les champs de création de ceci, dans les recherches, et puis voilà. Donc c'est ça. Ce n'est qu'un aspect de la question. Alors, docteur, dites-nous, si on se lasse un peu de l'histoire et on essaie de se coller un peu à la réalité des faits, quels sont les acteurs, ces acteurs qui contribuent aujourd'hui à l'alliération de la culture, qui contribuent à ce que la culture puisse perdre sa valeur de nos jours? C'est l'Africain lui-même. Mais voyez la chose. Mais écoutez. De qui s'agit-il? De l'Africain. Vous voulez que j'aille incriminer maintenant l'Européen? Combien d'Européens vous voyez dans ce studio? Est-ce que quelqu'un est derrière moi maintenant qui m'empêche de réfléchir pour inventer le chemin de la libération? Non. Vous allez me dire les choses sont plus fortes peut-être que ça. Mais il n'y a rien de plus concret qu'une bonne dose de théorie. Commençons déjà par réfléchir, par mettre sur place les idées que nous allons vérifier, que nous allons mettre en pratique pour sortir de cette... La réflexion manque. La réflexion nous manque beaucoup. Puis lorsque la réflexion est faite, nous n'avons plus le courage de mettre en application ces réflexions. Regardez le nombre de thèses qu'on a empilées dans nos départements, dans nos écoles doctorales. Regardez comment les innovations de beaux mémoires de maîtrise de DEA qui sont là, mais les idées ne sont jamais expérimentées parce que le politique ne donne pas les moyens. C'est de cela qu'il s'agit. Il nous manque la volonté. On va me dire la volonté politique, mais il n'y a pas que ça. Toute âme qui s'élève élève le monde. Et il suffit qu'un seul se lève, il va élever d'autres. Et tous ceux qui élèvent convergent. Donc, c'est une question de décision psychologique d'abord. Est-ce que nous avons pris conscience que nous sommes au bas de l'échelle, que nous vivons une situation intenable? Est-ce que nous voulons nous en sortir? Oui. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs disent, ils vous ont libérés. Ils ont ouvert la cage. Mais nous continuons à nous comporter, quand on a bien lu Cheikh Anta Diop, à nous comporter comme donc cette poule-là, qui est restée longtemps en cage. On a ouvert la cage, et elle continue de se croire en cage, elle refuse de faire un pas, elle est là, ou bien comme cet esclave-là,
qui plus longtemps emprisonné, on ouvre les portes de la prison et il tourne autour de la prison, il dit bon, écoutez, j'ai été habitué à vivre ici, je ne peux plus m'habituer à vivre ailleurs, je ne peux plus affronter les rigueurs de la vie, et il reste là. C'est ça un peu, cette mentalité qui nous caractérise au point que nous commençons à parler d'une certaine malédiction. Mais ce n'est pas d'une malédiction qu'il s'agit. Nous pouvons, mes chers amis, nous pouvons encore nous lever et être nous-mêmes. Alors, nous parlons de valoriser la culture, nous parlons de ces problèmes-là qui, en réalité, nous empêchent de mettre en valeur notre culture. J'aimerais que, docteur, vous nous rappeliez un peu en quoi est-ce si important pour la jeunesse africaine, pourquoi pas, de réussir à mettre en valeur sa culture. Quels sont les avantages que nous avons lorsque nous réussissons à valoriser notre culture? Pourquoi pas importer cette culture-là à l'extérieur? Nous avons vu que la culture est tellement importante que il y a une culture qui semble marcher, qui semble être efficace, qui semble plaire à tout le monde, qui semble réussir. Et nous sommes tournés vers ça. C'est ça la culture occidentale. C'est parce que quelque part, ça fascine. C'est parce que quelque part, ça a des attraits. C'est parce que quelque part, ça nous attire. Voilà. Donc, ça montre déjà l'importance de la culture pour tout peuple et pour tout jeune. Voilà pourquoi, puisque ça clique de l'autre côté, ça scintille, ça brille, on adopte. Très bien. Mais si on faisait la même chose pour sa propre culture, si on faisait la même chose pour sa culture, si on extirpait sa culture de cette dédale, de ces méandres, pour justement la valoriser, on pourra aussi la faire briller de la même façon, de mille feux, que brillent les cultures occidentales qui nous fascinent aujourd'hui, de la culture américaine qui nous fascine aujourd'hui. Donc, la jeunesse a prendre conscience que ce n'est pas que la culture est mauvaise. Si elle était mauvaise, elle ne serait pas en train de courir vers ça. Vous voyez quelqu'un s'habiller aujourd'hui, il s'habille en américaine. La coiffure américaine, les chaussures américaines. Mais c'est parce qu'il connaît l'importance de la culture et qu'il sait qu'il peut la vendre. Alors commençons par aimer notre culture. Commençons par décider de dire c'est ma culture. Tu ne peux pas continuer indéfiniment à vivre dans la peau d'un autre. C'est de l'hybridisme et finalement c'est ne pas vivre. Parce qu'il restera quoi à la postérité? Il ne restera plus rien. Quand on va parler de la foi de l'Africain aujourd'hui, on parlera de la foi occidentale. Heureusement que certains gestionnaires de la culture bien comprise, attention, parce que là aussi il y a des méprises. Certains gestionnaires de la culture bien comprise s'efforcent à extirper donc de cette culture-là les pans qui sont encore à valoriser. J'ai parlé ici de la dernière fois des valeurs de la culture, des normes dans la culture, des institutions dans la culture, des artefacts. Ce sont des choses autour desquelles on devait s'accouter pour relever dans nos cultures le fiable et le viable. Parce que tout n'est pas fiable, tout n'est pas viable. Et c'est propre à toutes les cultures. En Occident, on a eu les Goths et les Visigoths. Le thème de Baba, ça n'a pas caractérisé d'abord l'Afrique. Ça a caractérisé des peuples européens. Bon, donc, les peuples, partout il y a les hommes, il y a les hommeries. Donc on ne peut pas voir les hommeries pour dire qu'il n'y a pas eu des hommes. L'humain, c'est aussi celui qui est gouverné par sa raison. Et donc, la culture africaine a beaucoup d'aspects qu'il nous faut retrouver, relever, enseigner dans les écoles. Les jeunes doivent savoir que désormais, c'est leur combat. Et la porter aussi haut. Puisque si vous laissez votre culture, vous avez laissé votre langue. Et quand vous réfléchissez dans la langue d'un autre, quelque chose de fondamental vous manque. Je suis allé même jusqu'à penser, parce qu'il y a des disciplines que j'enseigne, qui me permettent de poursuivre ces dernières années un certain nombre de recherches. Est-ce que l'Afrique n'a pas connu déjà suffisamment de plans de développement pour être développée? Les Blancs ont proposé toutes sortes de stratégies pour le développement en Afrique. On se demande si ce sont les stratégies qui nous avantagent en réalité. Donc, ce ne sont pas les stratégies qui ont manqué. Qu'est-ce qui a alors manqué? Ce qui a manqué à mon humble avis, et qui cadre bien avec notre problématique, c'est qu'aucune de ces stratégies n'a pris en compte ce qu'il y a d'essentiel au peuple africain, qui est sa culture. Et dans sa culture, sa langue. C'est cet élément essentiel de la langue à partir de laquelle tout le vécu est capitalisé, tout le pensée est capitalisé. Si nous délaissons ce pan-là, difficilement nous serons nous-mêmes, nous serons africains
pas l'être, pas le paraître, mais notre être sera occidental. Et un singe qui veut imiter un autre est toujours en retard d'un geste, ne l'oubliez pas. Alors, docteur, par où commencer alors pour pouvoir faire la valorisation de cette culture-là? Commencez par savoir qui vous êtes. Savoir qui je suis, c'est savoir que je suis africain. Et ça renferme quoi? Que je suis de culture africaine. Moi qui vous parle, je vous dis, je suis un pur produit de la culture africaine. Je suis né, mes parents m'ont enseigné un certain pan. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience, j'ai vu que je ne connaissais pas tout. J'ai décidé de m'imprégner. J'ai décidé d'étudier. J'ai décidé de faire des recherches. Et c'est ça qui fait que le peu dont je parle aujourd'hui, je peux en parler avec moins d'erreurs, s'il vous plaît. Et je continue à chercher. L'être africain, c'est quoi? J'ai écrit quelques articles ces dernières années sur justement cette thématique-là. Comment dit-on développement dans les langues africaines, notamment dans les langues B? J'ai comparé la notion de développement en Occident et la notion de développement en Afrique. J'ai proposé comment donc à partir de nos salutations, il y a un certain langage et une certaine symbolique des chiffres. Et nous savons que les chiffres en Afrique, bien interprétés, sont des clés de développement. Voyez-vous, il y a tellement de choses que si nous nous permettons, regardez toutes les recherches que nous faisons sur l'Internet. C'est parce que l'Occident est resté fidèle à son principe qui est l'écriture. Or, l'écriture est partie d'où? L'écriture est partie du tam-tam. Je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui ici. L'écriture est partie du tam-tam. Il y a un ouvrage d'un célèbre auteur français, du tam-tam au téléscripteur, l'ancêtre du télégramme. Quand la reine Victoria est morte, ce n'est pas le tam-tam qu'on a annoncé en Afrique. Quand un roi meurt en Afrique, ce n'est pas le tam-tam. Quand le roi a un message à son royaume, ce n'est pas le tam-tam. Ce fut la première écriture. Voilà pourquoi l'Europe a fini, sur l'insistance de certains intellectuels communautaires africains, a fini par accepter la notion de l'orature. Il y a la notion de textes oraux. Le texte n'est pas qu'écrit. Nos contes, depuis le Sahel jusqu'à Djibouti, de l'Afrique de Carthage jusqu'à Soweto et autres, les contes semblent être les mêmes. Ils n'ont jamais été écrits nulle part. C'est des textes oraux. Donc, il y a des valeurs que nous aurons pu défendre. Pourquoi voulons-nous imiter ce que l'autre fait? Nous pensons qu'il a réussi. N'y a-t-il pas une autre façon de réussir? Puisque nous étions sur un chemin, nous réussissions. Est-ce qu'on a attendu l'arrivée du blanc pour former la première armée de femmes au Dahomey? Les Amazones, qui sont aujourd'hui recopiées, qui sont aujourd'hui imitées, contentes d'imiter partout, toutes les gardes républicaines de certaines nations aujourd'hui sont pratiquement féminines. Mais il y a tellement de choses. C'est en Afrique que les choses naissent. Mais avec les péripéties de l'histoire, nous sommes laissés vaincre. Et nous avons pensé que cette situation ne peut plus changer. C'est parce que nous avons cru que cette situation ne peut plus changer qu'elle n'a pas changé. Et nous restons dans cet hybridisme-là, à la fois intellectuel, psychologique, et qui nous caractérise aujourd'hui, qui fait pratiquement que nous sommes des extravertis. Nous regardons trop dans le champ du voisin. Nous pensons que c'est dans ce champ-là que le maïs a mieux donné. Nous oublions de regarder chez nous et de voir ce qui a fait que cette année, le maïs n'a pas donné chez nous. Et quand on fait ça, on excelle dans une seule chose. On excelle dans une seule chose. Vous ne me demandez pas cette chose. Non, c'est déjà trop tard. J'en parlerai une autre fois. Alors, docteur, quand on parle de valorisation de nos cultures, ne faudrait pas d'abord commencer par l'éducation? Sinon, vous venez tout juste de donner votre exemple. Vous avez dit que ce n'est pas l'éducation que vos parents vous ont donnée, que vous avez pu acquérir autant de connaissances dès le bas âge. Alors, ne faudrait-il pas commencer par ce secteur-là, par l'éducation, éduquer les enfants à aimer leur culture? Et la culture, c'est aussi l'éducation. La culture renferme l'éducation. La culture renferme la langue. La culture renferme la religion, les croyances, les traditions. Tout ça là, c'est la culture. Vous trouvez bien, madame? C'est l'éducation. Et dans l'éducation, nous allons encore parler de l'instruction. Et aujourd'hui, à l'école, vous venez chercher l'instruction. Et on a tellement si bien compris que on dit non, l'instruction, ça ne suffit pas. Il faut englober à toute l'éducation. Et dans l'éducation, on va englober tout le... Aujourd'hui, j'enseigne au département de philosophie les langues B.
J'enseigne les langues africaines en philosophie. Parce qu'on est en train de comprendre que la langue est un vecteur, est un élément important, justement, pour que la culture soit maîtrisée, la culture soit bien comprise. Donc, passer par l'éducation, madame, c'est une solution fondamentale. Il faut passer par l'éducation. Et dans l'éducation, retrouver les pans de la culture qui constituent donc des éléments viables. Voilà. Nous disons que nous devons amener l'Occident à copier notre culture. Moi, je me demande si nous avons... Aujourd'hui, maintenant, si nous arrivons à copier la culture occidentale, c'est parce que cette culture, elle est ouverte à tout le monde. Vous parlez de la technologie, vous parlez des danses, des chansons, de style vestimentaire. C'est parce que cette culture-là est ouverte à tout le monde. Est-ce que nous avons ces moyens-là de le faire? Moi, je me demande si nous avons les moyens de réellement extérioriser notre culture. Ce n'est pas une histoire de jours, de mois, d'années. C'est un combat de tous les jours. L'Europe, nous n'avons pas senti que l'Europe s'est imposée à nous du jour au lendemain. J'ai remonté à l'Antiquité. C'est une histoire qui dure des milliers d'années. Nous sommes d'accord? Donc, ne vous attendez pas à ce que de votre vivant tout de suite, les choses changent et que, bon, l'Africain maîtrise tellement sa culture qu'il a les moyens aujourd'hui de l'imposer. La preuve, nous sommes de culture occidentale aujourd'hui. Je suis au regret de le dire. Vous passez 19 ans à l'école, pratiquement, d'accord? On vous enseigne dans quelle langue? Le français. Ou bien l'anglais, ou bien l'espagnol. Donc la culture occidentale est d'abord véhiculée. Voyez-vous? Donc, cette culture-là, c'est un travail de très longue haleine. C'est un travail de très longue haleine qui fait que, justement, patiemment, il faut commencer. Mais il faut oser commencer. Nous n'allons pas récolter les fruits, nous. Non, il ne nous appartiendra plus de récolter les fruits. Mais il faut qu'à un moment donné, une génération commence. Et si toutes les générations passent et subissent sans jamais commencer, rien n'arrivera jamais. Et je dis, il faut que nous prenions, si au moins notre génération commence à prendre conscience et qu'on commence, ça veut dire que c'est le début d'une révolution qui adviendra dans des milliers d'années, mais elle adviendra quand même. Et l'Africain se sentira africain. Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle Eloge Franck. Ça rime à quoi? C'est le nom qu'on vous a donné. Oh, quand vous voulez dire à Kodjeté, vous hésitez, vous bégayez, vous dites, alors, on devrait m'appeler à Kodjeté. Mieux, on devrait m'appeler Sokadjo ou on devrait m'appeler d'un nom indigène. Puisque à Kodjeté, c'est encore le nom de mon grand-père. Voyez-vous, il y a tout un travail de formatage à faire. Laissez-vous penser que c'est possible à l'heure où nous sommes. Si déjà... Mais c'est possible. C'est possible parce que c'est possible que nous en parlons. C'est ça la prise de conscience. Si la prise de conscience se généralise, tout le monde en parle. Les révolutions naissent comment? À partir d'une idée. Lorsque l'idée a mûri et que une personne qui l'a eue partage avec 2, avec 3, avec 10, avec 20, avec 40, avec 100, avec 1000, avec etc. Un jour, ça devient une bombe. C'est comme ça les révolutions. Il faut que nous apprenions aussi ce chemin-là. Que nous soyons patients, que nous prenions le chemin et que nous travaillions sur la durée. Sans désemparer, sans se décourager. C'est au bout de cela que quelque chose sera possible. Parce que ceux qui récoltent les bienfaits de la culture occidentale en Europe aujourd'hui, ce n'est pas eux qui ont fait mener les luttes. Heureusement qu'on dit que l'inventeur de la charrue travaille invisible aux côtés du laboureur. Oui, mais il n'est plus là. Le pain que vous mangez sur votre table, vous ne vous imaginez pas tous ceux qui ont travaillé à ça. On n'a pas vu le laboureur de la Sibérie ou de l'Europe de l'Est où le blé a été semé. On ne voit pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain doit apprendre
à regarder loin. Et a dit, ce que moi je commence aujourd'hui, peu importe que j'en récolte les fruits ou pas, mais si des dizaines d'années, des milliers d'années, des siècles plus tard, mon peuple récolte, c'est encore moi. C'est ce sentiment-là qu'on doit réveiller en nous. Alors, nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette émission. On a pratiquement encore 4 minutes pour clôturer cette émission. Alors, docteur, j'aimerais avoir votre avis sur cette pratiquement dernière question. Nous parlons de valoriser la culture. Vous l'avez dit, si nous voulons aujourd'hui réussir à mettre la culture en avant, c'est que nous devons retourner en arrière, revoir l'éducation. Et nous demandons à ce que l'enseignement, pourquoi pas, se fasse désormais en langue nationale. Pourquoi pas, nous le souhaitons. Mais j'aimerais savoir si l'initiation des enfants, mais de la nouvelle génération, aux danses traditionnelles, au chant, au rythme traditionnel, ne pourrait pas également impacter ce que nous défendons ce soir. Quand j'ai cité les 4 valeurs, les 4 éléments de la culture, j'ai parlé des valeurs, j'ai parlé des normes, j'ai parlé des institutions, j'ai parlé des artefacts. Si vous avez le temps de développer, nous verrons que dans chaque élément, il y a par exemple la danse. Et la danse, c'est la rythmique, c'est la cadence. Vous voyez? Et vous allez me dire la cadence, si je vous dis ce à quoi rime la cadence, vous n'allez pas comprendre. La cadence rime avec la logique humaine, avec la raison humaine. La répartition du temps, en temps fort, en temps faible. Lorsque je prends, par exemple, une cadence comme king, keke, king, king, keke, regardez très bien, la plupart des chants de la culture béninoise peuvent être rythmés de cette manière-là. Les mesures 6, 8, des mesures 3, 4, qui peuvent devenir brusquement ou bien qui va devenir rythme à Abomey, mais le même va devenir rythme à Porte-Nouveau. Et vous prenez un chant du Nord, vous allez rythmer aussi de la même façon. C'est vous dire. Les éléments qui composent la culture sont tellement nombreuses qu'un seul conduit toujours aux autres éléments. C'est comme les maillons d'une chaîne. Lorsque vous prenez la danse, vous retrouvez la langue. La danse, il faut un chant qui accompagne, non? Le chant est dans quelle langue? Dans la langue. Et il y a un lien, il y aura alors un lien entre les paroles, entre la musique, voyez-vous, c'est cela. C'est un débat. Nous n'aurons jamais eu le temps de finir. Je suis très heureux de revenir toujours en parler. C'est comme vous le dites, on n'aura jamais le temps de finir de parler de la culture, la question de la culture, une grande question que nous essayons de résoudre petit à petit. En tout cas, on espère que les idées vont changer. On espère que la jeunesse qui nous suit, mais qui nous a suivis tout à l'heure, prendra conscience et ira, pourquoi pas, vers cette culture-là. On espère vivement. Vous l'avez dit, avant de réussir à mettre en avant sa culture, c'est qu'il faut arriver à se connaître. Il faut d'abord se connaître soi-même, connaître son origine, et là nous pourrions défendre notre culture. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin Univers Science de ce soir, ce premier mardi de l'an 2020. On vous remercie de nous avoir suivis. À la mise en onde, c'était Timus Ahirirenou, à la réalisation Rizikat Alekoudou, Blenda Soundé et moi-même Elvis Nyakadia. On vous remercie une fois encore de nous avoir suivis. On se coince peut-être le jeudi pour une nouvelle émission. À la prochaine.